Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. Ok. Donc, on va commencer bientôt le cours. Avant d'entamer le cours d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions par rapport au dernier cours? Alors, si vous vous rappelez bien, donc la dernière fois, on avait abordé les techniques de correction en général. Donc, on avait introduit l'aspect théorique, donc la distance de Hamming, la distance de Hamming minimale. On avait vu comment évaluer la puissance de détection d'un code et la puissance de correction à travers la distance de Hamming. Donc là, on va voir concrètement quelles sont les techniques qui vont être utilisées pour la vérification. Alors, les principales techniques qui sont implémentées de nos jours sont appelées les codes de bloc. S'il vous plaît, fermez les micros. Fermez les micros, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de retour. Donc, les codes de bloc, donc c'est quoi? C'est, en fin de compte, je prends l'information utile, celle que j'ai envie de protéger. Je lui calcule un FCS, c'est-à-dire un checksum, des bits de redondance sur R position, et je crée le mot. Alors, ce mot-là va constituer la trame, c'est-à-dire la trame avant de l'envoyer. Donc, je prends l'information qui doit être protégée, je calcule la redondance en utilisant une méthode. On verra quelles sont les méthodes qu'on peut implémenter. Une fois que j'ai calculé avec la redondance, je la rajoute à l'information utile, ça me forme ma trame que je vais envoyer. À l'arrivée, que va faire le récepteur? Il va recalculer la redondance et s'il y a égalité, donc il va conclure qu'il n'y a pas d'erreur. S'il trouve qu'il y a une différence, donc il va conclure qu'il y a une erreur de transmission, en tout cas une erreur détectable, parce qu'on avait vu que ce ne sont pas toutes les erreurs qui sont détectables. Tout dépend de combien de bits vous allez rajouter. Tout dépend de la distance de Hamming de votre code, puisque la distance de Hamming vous permet de détecter un certain nombre d'erreurs et de corriger aussi un certain nombre d'erreurs. Mais elle ne permet pas de détecter toutes les erreurs et de corriger toutes les erreurs. Alors, l'une des techniques qui a été implémentée, les premières techniques qui a été implémentée, c'est la méthode basée sur la parité. Alors, on va revenir sur... Voilà, donc la méthode basée sur la parité. On en a déjà parlé, si vous vous rappelez, lorsqu'on a abordé les transmissions asynchrones. Donc, c'était le bit de parité qu'on rajoutait à la fin de chaque caractère. C'est la même approche qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce bit-là, comment il est calculé et comment il est rajouté. Donc, le principe, c'est que lorsque vous avez des blocs de petite taille, tels que les caractères, comment les protéger? C'est en rajoutant ce fameux bit de parité. Alors le bit de parité, ce n'est que la somme, modulo 2, des bits constituant le bloc à envoyer. Donc si on a un caractère, par exemple ASCII, donc il est constitué de 7 bits, donc il suffit de sommer donc ces bits et de voir le résultat. Donc le résultat va être rajouté à la fin. Et à l'arrivée, je refais le même calcul. Donc je suis censé trouver le même bit de parité s'il n'y a pas d'erreur de transmission. Donc s'il y a eu erreur de transmission, en tout cas des erreurs simples, s'il y a eu une erreur simple de transmission, je devrais la détecter avec le bit de parité. Donc le bit de parité ne permet de détecter que les erreurs simples, c'est-à-dire lorsqu'il y a un seul bit qui est modifié dans le bloc. Alors on a ici un exemple. J'ai envie d'envoyer, on suppose que les caractères sont codés sur ici 3 bits. Donc chaque bloc donc, de 3 bits on va lui rajouter donc un bit de parité. Donc on dit 1, 1, 0. Donc je regarde ce bloc. Donc c'est 1 plus 1 plus 0. Ça me donne comme résultat 0. Donc ça va former 100 bits de parité. Le deuxième bloc c'est 0, 0, 1. Donc je fais la somme de ces bits. Donc je vais obtenir un 1 que je rajoute à la fin du bloc. Et je continue pour le reste des blocs. Donc 0, 1, ça va me donner 0.
et 3 0, ça va me donner 0 comme bit de parité. Donc c'est ce que je vais envoyer vers le récepteur. Donc ce sera l'ensemble des caractères augmentés par des bits de parité. Donc à l'arrivée, le récepteur, lorsqu'il va recevoir ces blocs, il va refaire les calculs. Il sait que le dernier bit, c'est un bit artificiel. C'est le bit de parité qui a été rajouté pour protéger chaque bloc. Donc s'il trouve le même résultat, donc il va se dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. En tout cas, il n'y a pas eu d'erreur détectable. Hein. S'il trouve que la valeur elle est différente, donc il en conclut qu'il y a une erreur dans le bloc et il va demander à le retransmettre. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Alors, je disais que ça permettait de protéger contre les erreurs simples, c'est-à-dire s'il y a un seul bit qui est modifié. Par exemple, ici, si vous avez le 1 qui est transformé en 0. Donc, il est clair que si vous sommez 0, 1, 0, vous allez obtenir à l'arrivée que la parité doit être égale à 1. Donc, elle est différente de celle que vous avez reçue. Donc, vous dites qu'il y a différence entre ce que j'ai calculé et ce que j'ai reçu. Donc, c'est une erreur de transmission. Mais, si je suppose qu'il y a deux bits qui sont modifiés, par exemple les deux premiers, donc s'ils sont, ADA se transforme en 0, ADA en 0. Donc, vous allez sommer, vous allez trouver 0. Donc, il y a une erreur double, mais elle n'est pas détectable. Donc, cette technique-là n'est utilisée que sur des blocs très petits, c'est-à-dire en général dans les transmissions asynchrones ou lorsqu'on s'échange des caractères. Donc, ça suffit pour protéger contre 100% des erreurs. Pourquoi? Parce que l'incidence d'erreur sur un bloc très petit, sur de très courtes distances, elle ne dépasse pas l'erreur simple. C'est-à-dire la probabilité que vous ayez une erreur double sur un bloc aussi court et sur de très courtes distances, elle est nulle. Donc c'est ce qui est utilisé notamment lorsqu'on transmet par exemple entre le clavier et l'unité centrale. C'est-à-dire à chaque fois que vous tapez sur votre clavier, sur une touche de votre clavier, vous générez le caractère, le code ASCII équivalent. Vous lui rajoutez le bit de parité. Et ça suffit pour le protéger. C'est-à-dire le jour où vous tapez un caractère et à l'écran vous obtenez un autre caractère, là vous allez peut-être vous rendre compte que la méthode n'est pas efficace. Mais jusqu'à là, il me semble, en tout cas pour mon cas, je n'ai jamais eu de problème. En tout cas de modification de caractère à l'arrivée. Donc toutes les erreurs sont détectables en utilisant le bit de parité lorsqu'on a affaire à en tout cas un bloc qui ne dépasse pas, j'allais dire 7 bits voire 8 bits. Donc ça suffit pour protéger. Parce que l'incidence d'erreur, elle est de l'ordre de l'erreur simple. On a rarement une erreur double sur un bloc de 8 bits, ou en tout cas de moins de 8 bits. Parce que le caractère ne peut pas faire plus de 8 bits, plus d'un octet. Donc, cette méthode est très efficace donc, pour protéger donc, les caractères. Donc, elle permet de détecter toutes les erreurs simples. Mais elle ne permet pas de corriger. C'est-à-dire, quand on la prend comme ça, elle ne me permet pas de localiser l'endroit où s'est produite l'erreur. Parce que si je peux localiser l'erreur, je pourrais la corriger. Donc là, je ne peux que la détecter. C'est déjà pas mal, parce que ça me permet de retransmettre le bloc erroné. Alors, comment corriger éventuellement? C'est en augmentant la méthode VRC par ce qu'on appelle, en la combinant avec la méthode LRC. Donc, c'est la parité verticale combinée avec la parité horizontale. Alors, on prend l'exemple de tout à l'heure, donc augmenter avec les parités verticales. Donc là, on a calculé la parité de chaque bloc. Alors, si on doit rajouter la parité horizontale, on va calculer maintenant la parité entre les mots. C'est-à-dire, on prend les blocs, les 4 blocs, et on va regarder par exemple le premier bit de chaque bloc. Et on va les sommer. Donc on va sommer le 1 avec le 0, avec le 0, avec le 0, ça me donne un 1. Ensuite les deuxièmes bits de chaque bloc, donc 1 plus 0 plus 1 plus 0, ça me donne 0. Et ainsi de suite. Donc je vais calculer la parité entre les blocs. Et donc ce sera le dernier bloc qui va me représenter cette parité horizontale. Donc j'ai une parité par bloc et j'ai une parité entre blocs, ce qu'on appelle la parité LRC. Donc à l'arrivée, donc je refais les calculs. Et donc s'il y a une erreur, je suis capable de la localiser. Alors ici, pourquoi on appelle VRC? Parce qu'on écrit les mots verticalement. Hein. Donc dans le système anglo-saxon, les blocs on les écrit verticalement, ce qui fait qu'on appelle parité verticale. Et l'autre, forcément, c'est la parité horizontale. Lorsqu'on calcule la parité par rapport à tous les blocs. D'accord?
Donc ça c'est la parité horizontale, ça c'est la parité verticale, si on devait représenter dans le système anglo-saxon. Alors des exemples, comment corriger. On prend cet exemple là, donc on a envoyé 3 blocs, plutôt on a envoyé plusieurs blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. On va calculer la parité par bloc, donc là j'obtiens 0, là, alors je ne sais pas s'il y a une erreur ici, on vérifie, donc là c'est 0, là c'est 1, là c'est 0, là c'est 0, là c'est... Là il y a un problème, voilà, là il y a un problème parce que quand je calcule la parité, je vais trouver que normalement ça devrait être égal à 0. Là j'ai reçu un 1. Donc j'ai un problème au niveau de cette colonne. Ici 0, ici 1, ici aussi il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Au niveau des lignes, donc un des 1, 1, 0, 1, 1, 0, 11, 0, 1, 0, 1, 0, c'est bon. Par contre là j'ai 1 plus 1 plus 1, ça devrait me donner 1, alors que j'ai reçu ce bloc-là. Donc je vais donc situer la ligne où se trouve l'erreur et la colonne où se trouve l'erreur. Donc en croisant les deux, donc j'arrive à localiser le bit erroné. Donc une fois que je l'ai localisé, il suffit d'inverser sa valeur, c'est-à-dire remplacer le 1 par le 0. D'accord? Ça c'est ce que j'ai reçu. Donc normalement au départ, s'il n'y avait qu'une erreur simple, normalement l'émetteur a dû envoyer ici un 0. Donc je vais remplacer ça par le 0. Ok, donc ça c'est la correction d'une erreur simple. Maintenant, s'il y a une erreur double, je ne suis pas capable de la détecter, voire de la corriger. Enfin, je pourrais éventuellement la détecter, ça dépend de l'emplacement terrain, mais des fois je ne pourrais même pas la détecter, et il m'est impossible aussi de la corriger. Alors, on a ce cas-là où il y en a une erreur double, donc c'est ce qui est annoté ici en rouge. Donc vous avez une erreur là et une erreur ici. Donc vous allez trouver qu'il y a un problème de recalcul de la parité au niveau de la colonne 5 et au niveau de la colonne 4. Et aussi au niveau de la ligne 3 et de la ligne 1. D'accord? Donc là, vous êtes dans un cas de non déterminisme. Vous ne savez pas est-ce que l'erreur se trouve ici. Parce que qu'est-ce qu'elle vous dit ces configurations? Elle vous dit que l'erreur se trouve au niveau de cette ligne, ou elle se trouve au niveau de cette ligne, elle se trouve au niveau de cette colonne, ou là au niveau de cette colonne. Donc j'ai plusieurs choix. Ça peut être la position. J'aurais pu aussi inverser ce 0 là. Alors que là, je sais que l'erreur elle est là. Ici, là aussi, j'aurais pu inverser ce bit là. Donc je suis incapable de localiser l'erreur. Où est-ce qu'elle se trouve? Donc là, je ne peux pas. A priori, je sais qu'il y a une erreur. Ça tombe bien, je sais qu'il y a une erreur. Donc je peux demander à retransmettre. Mais je suis incapable de corriger. Alors, pire encore, dans certains cas, je peux me tromper. Je peux avoir ce qu'on appelle une fausse correction. Alors là, j'ai une erreur quadruple, c'est-à-dire j'ai 4 bits qui ont été modifiés. Donc quand je refais le calcul de parité, donc je vais trouver que le problème va se poser simplement au niveau de cette ligne et au niveau de cette colonne. Alors qu'en réalité, il y a plus d'erreurs. Parce que ici, quand vous recalculez, vous allez trouver 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 1. Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver que le problème va se poser là. Même pas, hein, attendez. Peut-être que là, je ne sais pas s'il y a un souci. Non, il n'y a pas de problème au niveau de cette... l'exemple, il est mal adapté. Là, au niveau de cette colonne... Bon, peut-être l'exemple ici mal adapté. Mais des fois que vous pouvez avoir une erreur triple qui fait en sorte que vous allez corriger une erreur simple. Mais en fin de compte, vous avez encore plus de bits qui sont erronés. Peut-être ici l'exemple est mal adapté, hein, parce qu'il y a un souci au niveau de cette ligne-là. Il faudra revoir. Peut-être ici, si on fait... Non, il faudra réfléchir pour vous trouver un exemple plus adapté. Mais est-ce que vous avez compris le principe? C'est-à-dire des fois, il se peut que, comme vous ne pouvez pas corriger plus d'une erreur simple. Donc si vous avez une erreur triple, vous pouvez avoir l'impression que vous avez une erreur simple. Donc vous allez corriger comme quoi c'est une erreur simple,
et en fin de compte, vous avez une erreur plus complexe. Ok, parce que vous ne pouvez pas détecter plus des erreurs simples. Vous pouvez détecter une erreur simple dans tous les cas, quelques erreurs doubles, quelques erreurs triples, mais certaines configurations d'erreurs ne sont pas détectables. Et il est clair que vous ne pouvez pas corriger les erreurs doubles et vous ne pouvez pas corriger les erreurs triples ni les erreurs quadruples. Donc vous pouvez corriger que les erreurs simples lorsque vraiment c'est une erreur simple. Hein, parce qu'on peut avoir des cas où l'erreur elle est plus complexe que l'erreur simple. Et donc elle vous donne l'impression que vous avez une erreur simple alors que ce n'est pas une erreur simple. Quand je dis erreur simple, c'est-à-dire qu'il y a un bit qui est modifié, alors qu'en réalité, il y a plus d'un bit qui sont modifiés dans les blocs. Alors ça, c'est une méthode donc, qui reste encore implémentable, c'est-à-dire elle est implémentée encore une fois dans la transmission des caractères. Les transmissions asynchrones, lorsque j'ai besoin simplement d'envoyer des caractères séparés, donc je peux les protéger par un bit de parité, soit en utilisant la technique VRC ou là en combinant les deux, VRC et LRC. Maintenant, lorsque j'ai affaire à des trames, c'est-à-dire à des blocs de données plus volumineux, je ne peux pas me contenter de la parité. La parité ne permet pas de protéger, parce que l'incidence d'erreur est plus importante. Si vous prenez des blocs de 1000 bits ou voire 1000 octets, donc là, la probabilité qu'il y ait une erreur complexe, c'est-à-dire double, triple, quadruple, etc., est plus importante. Donc vous augmentez ce qu'on appelle l'incidence d'erreur. Et donc vous ne pouvez pas utiliser cette technique. Il faut utiliser une méthode qui vous permette de détecter les erreurs doubles, les erreurs triples, les erreurs quadruples, c'est-à-dire toutes les erreurs qui peuvent se produire sur cette taille de trame. C'est-à-dire si on a la trame maximum, on va dire c'est 1500 octets, donc il faudrait que j'utilise une technique qui me permette de détecter toutes les erreurs qui peuvent se produire sur cette trame-là. Cette trame dont la taille ne dépasse pas 1500 octets. Ok, donc je vais choisir une méthode par rapport à la taille de la trame maximale et l'environnement, c'est-à-dire dans quel réseau je suis. Est-ce que je suis dans un réseau fibre optique? Est-ce que je suis dans les réseaux Wi-Fi? Est-ce que je suis dans les réseaux câblés avec câble coaxial? Pourquoi? Parce que d'un câble à un autre, vous n'avez pas aussi la même probabilité d'erreur. Il y a des câbles qui sont mieux protégés que d'autres. La fibre optique, elle permet de protéger la donnée contre les perturbations mieux que ce que pourrait faire par exemple la paire torsadée. On a le câble coaxial aussi qui permet une meilleure fiabilité que la paire torsadée. Alors la paire torsadée, c'est le câble téléphonique. Hein. Et tous les moyens câblés, tous les supports câblés ont une meilleure efficacité par rapport au Wi-Fi. Le Wi-Fi, il n'y a pas de protection. Donc il y a énormément d'erreurs sur le Wi-Fi. Donc les techniques que je vais utiliser sur les cartes réseau, par exemple dans le Wi-Fi, ne sont pas les mêmes que celles que je vais implémenter dans les réseaux câblés. Ok, donc ce sera d'autres techniques. Donc chaque réseau, on va lui implémenter une technique adaptée par rapport à ce que j'ai estimé dans les tests. Quand on normalise, on va faire des tests. Donc on va envoyer des trames et on va regarder quelle est la probabilité d'erreur, une erreur simple, une erreur double, dans un réseau avec une taille qui ne dépasse pas une certaine limite. Et donc en fonction de ces tests-là, j'aurais évalué, j'allais dire le cas extrême, c'est-à-dire l'erreur la plus complexe. Quand j'ai identifié l'erreur la plus complexe, on va dire une erreur quintuple, c'est-à-dire 5 bits erronée sur une séquence de 1500 octets. Donc je devrais adapter, en tout cas je devrais implémenter une approche qui puisse me détecter dans tous les cas donc une erreur quintuple sur cette trame-là. Si j'ai implémenté l'approche, je sais que j'aurai détecté 100% d'erreur. Peut-être qu'exceptionnellement, il y aura une erreur sur 6 bits, peut-être, mais elle dit qu'elle arrive peut-être une fois tous les 100 ans ou là tous les 200. C'est-à-dire la probabilité qu'elle arrive, elle est très rare. Donc moi, je vais dire que j'ai détecté 100% des erreurs sur un type de réseau bien déterminé, qui utilise un câblage bien déterminé dans un environnement spécifique. Ok, donc les techniques qui vont être implémentées vont être adaptées par rapport au support, par rapport à l'incidence d'erreur, par rapport à pas mal de tests qu'on aura effectués à l'avance. Alors, les techniques les plus utilisées vont se baser, parce qu'on vient de voir que la parité n'était pas forcément efficace dans ce cas-là. Donc ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle les codes polynomiaux. Donc les codes polynomiaux est une technique qui actuellement, c'est celle qui est utilisée le plus, parce qu'elle est plus facile à implémenter, elle a pas mal d'avantages. Donc on va voir maintenant le principe de ces codes polynomiaux. Donc tout à l'heure, pour la parité, on avait dit qu'on fait la somme des bits constituant le bloc à envoyer. Alors le principe des codes polynomiaux, c'est que je vais représenter
que j'ai envie d'envoyer sous forme d'un polynôme. Alors, le passage entre séquence binaire et polynôme, il est facile. C'est-à-dire que vous prenez le bit de poids fort et vous l'associez comme étant coefficient d'un terme avec une puissance égale. Par exemple, si vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez k bits. On va dire que c'est les k bits que vous voulez protéger. Donc, vous allez avoir à convertir cette séquence en un polynôme de degré k-1, tel que le bit de poids fort, ça sera le coefficient du terme x k-1. Dans notre cas, on a ici la séquence, elle est de taille 6, donc le polynôme est de degré 5. Hein? Ok, k-1. Donc le 0 de poids fort, c'est le coefficient, le terme de puissance 5. Le deuxième bit, donc il va être associé au terme de puissance 4. Le troisième bit, donc toujours du plus fort au moins fort. Donc on dit le 1, il va être associé au terme de puissance 3. Ensuite, x au carré, 0. Et enfin, le dernier, le bit de poids faible, ça sera la constante. En bas, bon, je remplace, ça va donner 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, le polynôme x3 plus x au carré plus 1, donc ça sera le polynôme équivalent à cette séquence binaire. D'accord? Est-ce que c'est clair le passage entre la séquence binaire et le polynôme équivalent? C'est facile. Ok, donc c'est simplement une représentation. Et comme vous ne travaillez que dans le binaire, c'est-à-dire que le coefficient intercom ne peut appartenir que à l'ensemble 0,1. Donc vous n'avez pas d'autre valeur. Ok. Alors, ce qui est encore plus simple, c'est que quand on travaille avec des polynômes dans le domaine 0,1, c'est que l'addition revient à faire une soustraction. Ça, vous le savez. C'est-à-dire 1 plus 1, c'est égal à 1 moins 1. Donc, il n'y a pas de soustraction. Donc, toute soustraction revient à faire une addition. Donc, la somme est égale au moins. Donc, ça vous donne 0. OK? Ça, vous le savez. Hein? Donc, le moins revient à faire un plus dans le binaire. Bon, alors, comment on va coder? Donc, on va supposer un code. Donc, un code, c'est un K. C'est-à-dire, le K, c'est le nombre de bits à protéger, ce qu'on appelait l'information utile, auquel je rajoute R bits de contrôle, c'est-à-dire l'information de redondance, pour constituer un bloc sur N position. Donc N égale K plus R. Alors je suppose l'information utilitaire, c'est-à-dire celle que j'ai envie de protéger, elle est représentée par le polynôme z de x. Donc forcément z de x est de degré k-1. On vient de le dire, c'est-à-dire que vous avez une séquence sur k bits, forcément, elle va être représentée par un polynôme de degré k-1. Donc, il va s'écrire comme ça, tel que les uk-1, ui, u1, u0 vont représenter les bits de ma séquence. Donc, ça, ce sont les bits à envoyer. D'accord? Et ça, c'est le polynôme représentatif de cette séquence. Pour pouvoir calculer l'information de redondance, il me faut ce qu'on appelle un polynôme générateur. Donc le polynôme générateur, il est donné, c'est-à-dire il est fixé. Il est fixé par méthode, c'est-à-dire toute la méthode elle est basée sur ce polynôme générateur. Donc on va me le donner. Et ce polynôme générateur, il a un certain nombre de propriétés. Donc c'est sur ce polynôme que je vais pouvoir déterminer des propriétés de détection d'erreur, de correction d'erreur. C'est-à-dire tout polynôme a un certain nombre de propriétés. Et donc, je vais choisir le polynôme qui me permet de détecter peut-être les erreurs simples, doubles, triples, etc. OK. Donc, retenez que ce polynôme-là, il est défini. Donc, c'est lui qui va déterminer donc, la méthode polynomiale. Donc, g de x, il est forcément de degré R. Et j'expliquerai par la suite pourquoi il est de degré R. Donc, s'il est de degré R, donc il va s'écrire sous forme GR, tel que GR c'est le coefficient rattaché au terme XR, plus jusqu'à G1X plus G0 X0. Donc c'est un polynôme qui aura comme coefficient donc GR, GR-1, G1, G0. Ok? Tel que les GI, donc forcément appartiennent au domaine binaire. Donc 0, 1.
Alors, dans les techniques polynomiales, donc on suppose que GR et G0 sont toujours égales à 1, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nuls. Alors forcément, GR doit être égal à 1, sinon il ne serait pas de degré R. Ok, pour qu'il puisse être de degré R, il faudrait qu'au moins le coefficient Hada soit égal à 1. Et aussi, on oblige que G0 soit toujours égal aussi à 1. Donc vous avez deux coefficients qui sont toujours égaux à 1, G0 et GR. Le reste peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Alors, comment se fait le codage? Donc, je prends l'information utile, donc représentée par son polynôme. Je vais multiplier ce polynôme-là par XR. Alors, pourquoi je multiplie par XR? C'est pour faire un décalage sur R position. Exemple. Donc, on vous dit soit un code c'est en 7, c'est-à-dire que K, il est sur 7 positions, et le mot à créer, il est sur 11, c'est-à-dire que les bits de redondance, ils sont sur 4 positions, c'est 11 moins 7. Donc, j'ai ce mot-là à coder, cette séquence-là. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. J'ai envie de la décaler de 4 positions. Donc, la décaler de 4 positions, en termes polynomial, revient par la multiplier le polynôme z de x par x4. Ok, c'est-à-dire rajouter 4 zéros, faire un décalage de 4 positions, en termes polynomial, revient à multiplier le polynôme z de x par x4. Alors ici, c'est x puissance 4. Hein. Voilà. Donc là, je fais un décalage sur R positions. Dans notre cas, c'est 4 positions. Après, je fais quoi? Je vais diviser z de x fois xr, c'est-à-dire ce que j'ai obtenu ici, par g de x. G de x qui est donné, c'est ce qu'on avait appelé tout à l'heure le polynôme générateur, qui est de degré r. Je vais obtenir un polynôme quotient et un polynôme reste de la division. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le polynôme quotient. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le polynôme a de x. Je veux que a de x, je vais le rajouter ici. C'est-à-dire c'est le polynôme qui correspond à une séquence binaire, j'ai envie de le rajouter ici. Mais il ne faut pas qu'il me donne plus de 4 bits. Alors pour qu'il ne me donne pas plus de 4 bits, il faudrait que a de x, qui est le reste de la division, soit maximum de degré R-1. Ok, parce qu'un polynôme de degré R-1 correspond à une séquence de R bits. Ok, donc pour obtenir un polynôme de degré maximum R-1, il faudra diviser par un polynôme générateur de degré R, parce que le reste ne peut pas être supérieur au polynôme auquel vous divisez. Donc si g de x est de degré R, forcément le reste, il est maximum de degré R-1, puisque c'est un reste de division. D'accord? C'est pour ça que g de x est de degré R, c'est pour obtenir un reste de division qui a un maximum de degré de R-1. Et c'est ce que je vais rajouter ici comme complément à mon information utile. Donc ça, c'est l'information utile. Je vais la compléter avec le reste de la division qui va être la redondance qui va protéger l'information utile. Alors, le mot que je vais envoyer, c'est zx fois xr plus a de x, c'est-à-dire l'information utile décalée de R position auquel je rajoute l'information de redondance représentée par le polynôme a de x. Donc, y de x, qui est le mot de bloc à envoyer, ça va être z de x fois xr plus le polynôme a de x. Donc, ça c'est obtenu de là. C'est-à-dire que si vous prenez l'opération de division, cette équation de division, donc si je transpose a de x de l'autre côté, alors on avait dit qu'on est en binaire, donc il n'y a pas de moins. Donc vous allez obtenir z de x fois xr plus a de x. Ok? Quand vous transposez a de x de l'autre côté de l'équation. Donc vous allez obtenir z de x fois xr plus a de x. Donc ça représente y de x et vous avez est égal aussi à polynôme quotient fois g de x. Donc c'est une propriété très importante. Elle vous dit quoi? Elle vous dit que tout mot de code, tout mot valide de votre code est un mot qui est divisible par g de x. On verra comment on va exploiter cette propriété par la suite. Alors, d'abord, on va expliquer
le principe de codage à travers un exemple. Donc on suppose un code C96. Alors C96, c'est-à-dire que R est égal à 9 moins 6. Donc il est égal à 3. Donc je prends un polynôme générateur qui est forcément de degré R, qui est égal à 3. Donc j'ai supposé ce polynôme. Donc x3 plus 1. Donc je veux transférer cette information. Alors l'information, elle est censée être sur un bloc de 6. Donc là, ça tombe bien, le bloc il est sur 6. Donc 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc je prends ce bloc, je le représente sous forme de polynôme. Donc ça va me donner x3 plus x au carré plus 1. Ok? Donc ça, c'est z de x représentant cette séquence binaire. Je fais un décalage sur r position, c'est-à-dire que je rajoute 3 zéros ici. Donc ça revient à multiplier par x au cube. Donc ça me donne x6 plus x5 plus x au cube. Donc ça, c'est l'information utile décalée de 3 positions. Je prends ça, je le divise par g de x. Alors la division binaire de polynôme, ou la division tout court binaire, elle est facile. Alors vous prenez le polynôme que vous voulez diviser, vous prenez le terme de puissance fort, vous le divisez par rapport au terme fort du polynôme g de x. Donc on a x6 divisé par x3, ça me donne x3. Ensuite, je prends le résultat, je le multiplie par tout le polynôme. Donc je vais obtenir x6 plus x3. Après, j'élimine les en sommant ou là en soustrayant, ça revient au même. Donc x3, x3 ça va disparaître, x6, x6 ça va disparaître. Il va aller x5. Je refais l'opération, x5 divisé par x3, ça me donne x au carré. Je multiplie x au carré par tout le polynôme, donc j'obtiens x5 x au carré. Là, ce terme-là et ce terme-là vont s'annuler. Il va aller comme résultat x carré. X carré est inférieur à g de x en termes de degrés, donc je ne peux pas le diviser, donc ça va être le reste de la division. Donc a de x est égal à x au carré. Ok? Donc ça va définir l'information de redondance. Comment je vais écrire a de x en binaire? Je vais l'écrire x carré, comment je l'écris en binaire? Je l'écris sous forme 1, 0, 0. Donc c'est ce que je vais rajouter à l'information utile de tout à l'heure. Donc l'information utile décalée de 3 positions plus le reste de la division. Donc c'est ça le mot théorique que je dois envoyer. Donc ça c'est l'information utile, ça c'est l'information de redondance qui a été rajoutée, qui correspond ici à mon exemple à x au carré. Donc c'est le reste de la division de z de x décalé de 3 positions, divisé ensuite par g de x. Ok, donc alors petite remarque importante, c'est que si vous avez trouvé par exemple le reste c'est égal à, non pas à x carré, mais c'est égal à x. Alors vous n'allez pas écrire le reste 1, 0, vous allez l'écrire 0, 1, 0, parce qu'il faut l'écrire sur 3 positions. Ok, parce que R, il est égal à 3 bits, donc il faut écrire le reste, si c'était x, il faut l'écrire 0, 1, 0, et non pas 1, 0. Ok, parce que vous avez décalé ici de 3 positions, donc il faut remplir les 3 positions. Donc c'est donc quitte à rajouter des zéros pour justement que ça aille avec le nombre de bits constituant la redondance. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur. Oui. Z de x, Non, Z de x, c'est l'information que tu as envie de coder. C'est-à-dire quand tu as une séquence que tu veux envoyer. Alors, ça peut être une séquence, n'importe quelle séquence. Bon, là j'ai pris une petite séquence, mais en réalité c'est des grandes, c'est des longues séquences. Donc ce que tu as toi, c'est ça, c'est g de x. Là, il est donné, c'est-à-dire quand on prend une carte réseau, chaque carte réseau va choisir un polynôme. Enfin, les cartes réseau d'une même famille, c'est-à-dire les réseaux, quand on prend les réseaux Wi-Fi, les réseaux par exemple Bluetooth, ou là, les cartes réseau, donc ils vont utiliser toujours le même procédé, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la même méthode. Donc la même méthode, si c'est une méthode polynomiale, donc ça va utiliser le même polynôme. D'accord? Donc quand j'ai une séquence, je la prends, je la décale, je fais un décalage et je divise par g de x et j'obtiens un reste. Donc c'est le reste qui va compléter l'information utile théorique. À l'arrivée, c'est-à-dire le principe, ça serait de recalculer, comme on a fait tout à l'heure avec la parité, recalculer la redondance et voir est-ce qu'elle est égale. Donc si elle est égale,
Donc il n'y a pas d'erreur. Si je trouve qu'il y a une différence entre ce que j'ai calculé et ce que j'ai reçu, donc je dis qu'il y a une erreur. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, Oui. on va marquer 5 minutes de pause, le temps d'aller faire la prière, et je vous retrouve après. Alors, entre-temps, vous pouvez revoir le... Essayez de voir s'il n'y a pas des questions, donc on y répondra dans 5 minutes. Ok? D'accord. Oui. Ok, dans 5 minutes, Inch'Allah.
Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, donc on continue. Oui, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'il y a besoin de répéter le fonctionnement de l'approche? En tout cas au niveau codage, hein. Donc là, je vous ai montré comment on code. C'est comment on calcule l'information de redondance. Tout à l'heure, c'était avec la parité. Là, maintenant, c'est un reste de division. Donc, on prend l'information, on la représente sous forme de polynôme. On divise par un polynôme générateur qui est donné. Bon, le reste de la division va compléter l'information utile. Alors, pour le décodage, on va utiliser la propriété. En fin de compte, on n'a pas besoin de recalculer. C'est cette propriété qui va être implémentée, qui me dit que tout mot valide de mon code est divisible par g de x. Donc, on est à la réception. Quand je reçois le mot TRX, je vais noter y tréma x. Donc, si le reste de la division, on va l'appeler syndrome, c'est-à-dire que je prends tout le mot, je le divise par g de x. Si le reste de la division est égal à 0, donc je dis qu'il n'y a pas d'erreur. Si le reste est différent de 0, donc pour moi il y a une erreur. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Ok. Ah oui, c'est là que je partage. Ok, je vais... C'est bon, bien, monsieur. je reprends quoi? Je reprends quelle partie? Je t'entends très très mal. Hein. Je sais pas, essaye de parler plus fort ou là. Je vais répéter par rapport à la détection. Donc, on prend cette propriété. Donc, la propriété, elle dit qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout mot valide, c'est-à-dire tout mot correct appartenant au code, doit être divisible par g de x. Donc, s'il est divisible lui-même par g de x, c'est-à-dire que le reste de la division de ce mot, par exemple, le mot que j'ai calculé, ok, ce mot, cette séquence-là, si je la divise maintenant par g de x, je devrais trouver le reste est égal à 0. Ok, elle est forcément divisible par g de x. Je pars de toute la séquence. Ok, donc si j'envoie cette séquence à l'arrivée, si je la divise par g de x, je vais trouver le reste est égal à 0, parce qu'il n'y a pas d'erreur de transmission. Maintenant, s'il y a une erreur de transmission, et maintenant tout dépend de la détection, du pouvoir de détection de mon code. S'il détecte par exemple les erreurs simples, donc s'il y a une erreur simple dans mon code, il devrait la détecter. Pourquoi? Parce que le reste de la division sera différent de 0. On va le voir à travers un exemple, ici. Donc j'ai pris cette séquence, là vous voyez, c'est celle de tout à l'heure. J'ai modifié le deuxième bit. Je l'ai remplacé par un 1. Donc moi j'ai envoyé ça et le récepteur a reçu cette séquence. Donc il y a une erreur simple. Donc je regarde le polynôme équivalent. Donc le polynôme équivalent c'est x7 plus x6 plus x5 plus x3 plus x au carré. Donc c'est le polynôme équivalent à cette séquence. Ok, donc je vais diviser le polynôme équivalent, donc celui-là, par g de x. Et je regarde à quoi est égal le reste. Normalement, donc si le polynôme me permet de détecter les erreurs simples, donc je devrais trouver un reste différent de 0. Et donc c'est ce que je vais obtenir en fait, quand je vais trouver un reste qui est égal à x. Donc moi je ne cherche pas à interpréter le reste ici, hein. Je cherche simplement à voir est-ce qu'il est nul ou non. Donc je vais trouver qu'il est différent de 0. Donc pour moi il y a une erreur de transmission. Okay. Donc je vais demander à retransmettre le bloc. Ici, si je prends le bloc tel quel, c'est-à-dire sans qu'il y ait modification de bits, donc je vais trouver ce polynôme. Donc c'est ce polynôme-là qui est associé à cette séquence qui n'est pas entachée d'erreur. Donc en faisant les opérations de division, je vais trouver que le reste est égal à 0. Donc moi, si je suis récepteur, je vais dire qu'il n'y a pas d'erreur de transmission. Ok. Donc lorsqu'il n'y a pas d'erreur de transmission et que l'erreur est détectable, je devrais trouver un reste de division de toute la séquence par g de x qui est égal à 0. S'il y a une erreur détectable, donc je devrais trouver un reste qui est différent de 0. Est-ce que c'est clair?
Oui, monsieur. Ok, donc là, on a introduit une erreur, on a trouvé que le reste était égal à x, donc différent de 0. Là, on n'a pas introduit d'erreur, on a trouvé que le reste est égal à 0. Donc ici, il n'y a pas d'erreur de transmission, ici, il y a une erreur de transmission. Donc je vais demander à retransmettre dans ce cas, dans le premier cas. Alors, je n'ai pas de méthode générale qui me permette de corriger. C'est-à-dire qu'on a vu dans les bits de parité, on pouvait combiner la parité verticale avec la parité horizontale pour pouvoir localiser l'erreur simple et ainsi la corriger. Dans les codes polynomiaux, il n'y a pas de méthode générale. Par contre, je peux prendre des polynômes particuliers. Il y a des polynômes particuliers qui ont des propriétés particulières qui permettent de détecter et de corriger. Mais là, c'est-à-dire que je ne peux pas généraliser les méthodes particulières pour tous les polynômes. Donc il faut prendre un polynôme bien déterminé, définir ses propriétés, à partir de ces propriétés, voir comment corriger et éventuellement détecter les erreurs simples, doubles, triples, etc. Donc ce n'est pas une méthode générale, hein. Ce sont des méthodes associées à certains polynômes. Et donc dans le concret, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre n'importe quel polynôme, on va prendre un polynôme qui me permet par exemple de détecter un certain nombre d'erreurs, qui me permet éventuellement de corriger des erreurs si j'ai besoin de faire de la correction, parce que dans tous les cas, je ne corrige pas. Dans les transmissions dans les réseaux, je ne cherche pas à corriger. Je cherche à corriger que dans certains cas, que dans certains réseaux. Donc dans la plupart des réseaux, on fait que simplement de la détection, c'est-à-dire quand je détecte une erreur, je demande à retransmettre. Donc je ne vais pas la corriger à mon niveau. Donc je vais simplement m'intéresser donc à des polynômes qui me permettent de détecter. Dans des cas où j'ai besoin de corriger, je vais utiliser des polynômes particuliers qui ont certaines propriétés de localiser l'erreur lorsqu'elle se produit. Okay. Alors les techniques de détection, où est-ce qu'elles vont être implémentées? Elles vont être implémentées au niveau de la carte réseau. C'est la carte réseau qui est censée, elle est censée faire le travail de traduction du signal, mais aussi elle est aussi censée faire la détection d'erreurs. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que vont être implémentées, que ce soit une technique polynomiale ou une technique basée sur la parité. Donc c'est à ce niveau-là que je vais les retrouver. Donc généralement, je vais les implémenter de manière hardware, c'est-à-dire c'est pas du software, c'est pas de manière logicielle, c'est de manière matérielle que je vais implémenter ce traitement-là. Donc c'est un circuit intégré, c'est un circuit logique qui va reprendre le traitement justement de la division qu'on a vu tout à l'heure. Quand c'est un polynôme, quand c'est une technique basée sur le polynôme, donc ça va être le circuit logique qui va réaliser l'opération justement de calcul de la redondance et de la vérification à l'arrivée, est-ce que le mot contient une erreur ou non. Alors pour ce qui est de la division, donc qui est utilisé dans le codeur polynomial, alors le codeur, le circuit théorique, il va se présenter comme suit. Ce que j'ai ici, les AI, ce que j'ai noté ici, les AI, ce sont des circuits, plutôt des registres à décalage qui vont enregistrer la valeur des coefficients du polynôme A de x. Donc, A de x, il est de degré R-1. Pardon, A de x, il est de degré R-1. Donc, il a R coefficients. Le coefficient AR-1 qui est rattaché au terme de puissance XR-1 jusqu'au coefficient A0 qui est rattaché à la constante du polynôme. Donc, les coefficients de mon polynôme, je vais les calculer au niveau de ces registres. J'ai R registres, ok, puisque je dois rajouter R bits de redondance. Donc vous voyez ici, j'ai une ligne parallèle, enfin deux lignes parallèles, une ligne de bus AD qui traverse les registres A, A, I, et j'ai une ligne de bus parallèle qui se trouve en haut. L'information utile, il est injecté par cycle d'horloge, c'est-à-dire à chaque cycle, je vais injecter un bit de ma séquence utile. Je vais commencer par le bit de poids fort et je termine par le bit de poids faible, c'est-à-dire UK-1 jusqu'à U0. À chaque cycle d'horloge, donc il y a un certain traitement qui va se faire. Ici, vous voyez qu'il y a des lignes verticales, des bus verticaux. Donc, il y a une ligne qui rejoint les deux lignes parallèles. Alors, ces lignes-là sont rattachées en fin de compte au coefficient de mon polynôme générateur. La ligne existe, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux lignes parallèles par une ligne verticale que si G0 est égal à 1. Si G0 est égal à 0, donc je vais shunter, c'est-à-dire que je vais court-circuiter. Il n'y a pas de lien entre ces deux lignes parallèles.
Donc je vais regarder le coefficient de g de x pour voir est-ce que je crée cette ligne verticale ou non. On va donner un exemple pour que vous compreniez mieux cette histoire. Donc je vais appliquer à ce polynôme. Donc je suppose g de x est égal à x cube x au carré plus 1. Donc g a de x, forcément il est de degré 2. Donc il a 3 coefficients. Un de les coefficients A0 qui va être enregistré au niveau de ce registre. Un dit le registre A1 et le registre A2. Un dit des portes plus. Alors, toute la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il y a une ligne qui relie, un bus qui relie les lignes parallèles, les lignes horizontales. Donc, je vais regarder les coefficients de g de x. Donc, A0, plutôt G0, existe. C'est-à-dire que la ligne verticale, elle existe. Bon, on avait commencé à partir que pour le polynôme générateur, je fais toujours en sorte que le 1 xr, c'est-à-dire x3 ici, est toujours égal, le coefficient est toujours égal à 1, et celui de la constante. Donc je suis sûr que la ligne hadia, elle existe toujours, ou la ligne hadi, elle existe toujours. Maintenant, restent les lignes des autres termes constituant mon polynôme générateur. Donc x carré, il existe, c'est-à-dire c'est un 1 ici, donc je relie ici les deux lignes verticales juste avant A2. Est-ce que x existe dans g de x? Non. Donc là, je vais shunter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne verticale qui relie les deux lignes parallèles avant A1. Parce qu'A1 est rattaché à ce coefficient, au coefficient g de 1. Ok, donc il est rattaché à la ligne, il est rattaché au coefficient g0, c'est-à-dire le 1 ici. Hada, il est rattaché au coefficient g de 1 qui est égal à 0. Hada, il est rattaché au coefficient donc g2 qui est rattaché à x au carré. Ou Hada, il est rattaché à x3 qui est toujours égal à 1. Donc là, j'ai le circuit logique rattaché à ce polynôme générateur. Donc je peux aussi faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'à travers le circuit, je détermine g de x. Ok. Donc si vous avez g de x, vous pouvez tracer son circuit, le circuit équivalent. Et à partir du circuit, vous pouvez aussi donner g de x. Ok. Donc, pour donner g de x à partir du circuit, je regarde. Forcément, on a un des trois registres. Je sais que mon polynôme générateur, il est de degré 3. Ça, c'est à partir du nombre de registres. Un des 1, 2, 3, je sais que... Donc, il s'écrit forcément x3, g3, plus x carré, g2, plus x, g1, plus g0. Bon, bah, pour voir les valeurs telles les gi, G0, G1, G2, G3, les coefficients de ce polynôme, je regarde est-ce qu'il y a une ligne verticale. Donc, Hadi, elle existe forcément, donc Hadi, elle a un 1. Hadi, elle existe, donc x carré existe. Hadi, elle n'existe pas, donc il n'y a pas de x. Ok. Ou Hadi, il existe, donc la constante est égale à 1. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est clair ou là je répète? Non, ça va, monsieur. Ok, donc vous avez compris comment on trace le circuit, le polynôme g de x. Et inversement. Okay, donc si on vous donne le polynôme, vous êtes capable de donner son circuit. Maintenant, ce qui est un peu plus difficile maintenant, c'est de comprendre comment il fonctionne. Parce qu'on vous l'a donné, il faudrait que vous compreniez comment se font les calculs à l'intérieur. Alors, initialement, le circuit, c'est-à-dire les trois registres, parce que quand je termine les calculs, je devrais avoir le reste de la division. Ce que j'ai fait tout à l'heure manuellement, il va être réalisé par ce circuit logique, au niveau de votre carte réseau. Donc, là, initialement, c'est-à-dire que avant de coder le mot, donc je mets à 0 les AI. Donc, je vais avoir ça. Et ensuite, je travaille par cycle d'horloge. C'est quoi travailler par cycle d'horloge? C'est-à-dire à chaque cycle, j'envoie un bit constituant mon information utile. Supposons que j'ai envie de coder ça. J'ai envie de rajouter la redondance à ce bloc-là. Donc je vais commencer par envoyer le bit de poids fort, qui est le 1 ici. Ok. Donc le 1, il va venir en entrée. Il va être sommé avec la valeur de A2, c'est-à-dire la valeur du premier registre qui est rattaché à ce plus. Donc ça va être 0 plus 1, je vais obtenir un 1. Donc le 1 hadaya, c'est celui qui va rentrer dans le circuit et qui va inonder toutes les branches en parallèle. D'accord, c'est ce que j'ai noté ici, UI plus A2. Donc ça c'est la valeur entrante dans le circuit. C'est 1 plus 0.
Donc, le 1 hadak, il va venir ici, au niveau de A0. Il va éjecter le 0. On les appelle des registres à décalage, c'est-à-dire qu'il prend la nouvelle valeur et l'ancienne valeur, il l'éjecte en sortie. Donc, le 1 qui est le 0, il corrige le 0. Donc là, j'aurai un 1 dans A0, et le 0 qui est sorti, je vais le retrouver dans A1. Ok? Et le 0 qui était dans A1, il va être sommé avec le 1 entrant. Donc je vais avoir 1 plus le 0 sortant. Je vais obtenir ici un 1. Donc je vais avoir comme résultat 1, 0, 1. Ça, au niveau du premier cycle d'horloge, en envoyant le premier bit, voilà ce que je vais obtenir comme calcul. Je n'ai pas encore terminé les calculs, je les terminerai lorsque j'aurai injecté tous les bits constituant ma séquence. Donc le deuxième bit à envoyer, c'est un 1. Donc je répète l'opération. Donc 1 plus, là j'ai un 1, c'est-à-dire ce que j'avais au niveau du premier cycle, c'est un 1. Donc je fais 1 plus 1, le résultat c'est un 0. Donc la valeur entrante cette fois-ci, c'est un 0. Donc le 0 il va venir ici, il va remplacer le 1 qui était dans le A0, où le 1 il va être envoyé vers A1. Ok, donc 0, A1 ce sera l'ancienne valeur de A0. Et ce que je vais mettre dans A2, c'est la somme de la valeur entrante plus l'ancienne valeur de A1. Donc c'est un 0 plus, alors 0 plus 0, ça va me donner normalement 0. Je vais obtenir ça, voilà, 0 plus 0. C'est l'ancienne valeur de A1 plus la valeur entrante, ça va me donner un 0. Alors, troisième cycle d'horloge, j'envoie un 0. 0 plus 0, ça me donne 0. Donc ça, c'est la valeur entrante. Donc ça va être la valeur de A0. A1 va recevoir l'ancienne valeur de A0, c'est un 0. Et A2, ça va être l'ancienne valeur de A1 plus un 0. C'est-à-dire un 1 plus un 0, ça me donne un 1. Donc voilà ce que je vais obtenir au niveau de ce cycle. Donc je vais obtenir 1, 0, 0. Le dernier bit constituant le bloc, c'est un 1. Donc 1 plus 1, 0. C'est ça qui va rentrer. Donc ça va être la valeur de A0. A1, ça sera l'ancienne valeur, c'est un 0. Et A2, ça sera l'ancienne valeur de A1 plus la valeur entrante. Donc 0 plus 0, ça va me donner un 0. Donc le résultat que je vais obtenir ici pour cet exemple, hein, c'est 0, 0, 0. Alors c'est un hasard, hein, ça ne veut rien dire que vous ayez obtenu 3 0. Vous auriez pu obtenir une autre séquence. C'est l'information de redondance qui a été calculée pour cet exemple. Donc voilà le mot. Donc c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Donc c'est ça ce que je vais envoyer. Okay. Donc ça, cette opération-là, elle est équivalente si je l'avais fait manuellement, c'est-à-dire ce qu'on avait fait précédemment, zx fois x au cube divisé par g de x. Donc on trouvait a de x. Donc le a de x, c'est ça, c'est le 0, 0, 0. Donc si vous le faites manuellement, vous allez trouver ce reste-là, un 0 que vous rajoutez à l'information utile. Donc là, moi je l'ai fait de manière automatique, je l'ai fait avec le circuit. C'est-à-dire dans la carte réseau, on le fait automatiquement. On envoie bit par bit et à la fin on calcule le reste qui est le polynôme a de x qu'on rajoute à l'information utile. Est-ce que c'est clair cette histoire? Monsieur. Voilà. C'est-à-dire que la carte réseau elle ne fait pas les opérations arithmétiques, elle les fait de manière automatique. Donc elle les fait en général avec un circuit logique et donc ça c'est le circuit logique qui permet de faire cette opération. Alors pour la vérification, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit simplement de, quand vous recevez ce mot, c'est-à-dire à l'arrivée. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser un autre circuit. Vous utilisez le même. Vous faites passer toute la séquence, c'est-à-dire toute la séquence sur 7 bits, vous la faites passer par le circuit. Si le reste de la division est égal à 0, donc vous dites qu'il n'y a pas d'erreur. Si vous trouvez que le reste, à la fin, il est différent de 0, donc il y a une erreur de transmission. D'accord? Donc on utilise le même circuit aussi bien pour le codage que pour le décodage.
Donc le full codage, on récupère le reste, full décodage, on teste le reste, est-ce qu'il est égal à 0 ou non. Alors, propriétés des codes polynomiaux, donc ça c'est des propriétés générales. Tout à l'heure j'avais dit qu'il y a des propriétés particulières pour chaque polynôme. Mais je peux déduire maintenant des 4 propriétés, quel que soit le polynôme. Alors, on vous dit, toute erreur simple est détectée par un polynôme g de x si ce polynôme-là a un coefficient, a plus d'un coefficient non nul. Ok? Donc, on prend l'exemple de tout à l'heure. Quand on dit que plus d'un coefficient non nul, c'est-à-dire que là, j'ai un coefficient qui n'est pas nul, c'est celui de x3, le coefficient de x au carré, le coefficient de 1. Donc, j'ai 3 coefficients qui ne sont pas nuls. Donc, si je regarde ce que dit cette première propriété, donc je vais dire que g de x, l'exemple Terry, que je viens de voir, lui, il détecte toutes les erreurs simples, puisqu'il a plus d'un coefficient non nul. Ok? Un coefficient, un polynôme qui ne détecte pas les erreurs simples, c'est un polynôme qui n'a aucune utilité, parce qu'il ne détecte rien en fin de compte. Parce que le minimum que je demande à une méthode de détection, c'est qu'elle me détecte les erreurs simples. C'est pour ça que on fait en sorte que le coefficient, ce que j'avais commencé par dire, c'est que le coefficient qui est toujours égal à 1. Ok, ça me fait un coefficient qui est non nul. Plus on lui rajoute la constante, ça me fait 2 coefficients non nuls. Donc, en faisant que les 2 coefficients sont jamais égaux à 0, donc je m'assure que le polynôme g de x détecte au moins les erreurs simples. Ok, c'est pour ça qu'on impose. On impose dans le concret que le coefficient à la constante n'est jamais égal à 0. Donc ça me permet de détecter au moins les erreurs simples par rapport à cette propriété. Les erreurs, deuxième propriété, on vous dit les erreurs doubles sont toutes détectées si g de x ne divise pas tout polynôme xi plus 1 où i appartient, alors pour être précis, c'est r-1. Rn-1 ne divise pas un polynôme qui a la forme x puissance i plus 1 où i appartient à l'intervalle Rn-1, n étant la taille du code. Alors si je reviens par rapport à ce polynôme là, donc il ne devrait pas diviser x, alors on a affaire à un polynôme, donc n égale à 7, donc il ne devrait pas diviser x6 plus 1, il ne devrait pas diviser x5 plus 1, il ne devrait pas diviser x4 plus 1 et il ne devrait pas diviser x3 plus 1. Donc je vais prendre le polynôme x7 plus 1, je vais le diviser par g de x. Si je trouve un reste différent de 0, je continue. Donc je regarde avec x6 plus 1, x5 plus 1, x4 plus 1, x3 plus 1. Si g de x ne divise aucun de ces polynômes, donc je pourrais dire d'après la propriété que il détecte toutes les erreurs doubles. Ok? Donc n'essayez pas de comprendre comment on a obtenu ces propriétés. On peut les prouver, hein, mais ce n'est pas le but. Mais simplement retenez qu'il faut les appliquer. Hein, quelles sont les propriétés générales d'un polynôme? Je prends mon polynôme générateur et je vérifie pour chacune des propriétés. Est-ce qu'il a plus d'un coefficient non nul, donc il détecte les erreurs simples? Est-ce qu'il divise tous les polynômes de forme xi plus 1 tels que i variant entre r et n-1? Troisième propriété, elle me dit l'erreur sur un message comportant un nombre impair d'erreurs est toujours détectée, c'est-à-dire qu'on détecte toujours les erreurs impaires si le polynôme générateur est divisible par x plus 1. Ok? Donc là, je prends g de x, je regarde est-ce qu'il est divisible par x plus 1. Si c'est le cas, donc je vais dire qu'il détecte toutes les erreurs impaires. Alors, divisible par x plus 1, ça veut dire qu'il s'annule pour la valeur 1, parce qu'on est dans le domaine binaire. Donc si on revient par rapport à l'exemple de tout à l'heure, je regarde simplement est-ce que g de x s'annule pour la valeur 1. 1 plus 1 plus 1, ça me donne 1. Donc il ne s'annule pas, donc il ne détecte pas les erreurs impaires. Quatrième propriété, on vous dit un code polynomial détecte toutes les salves, c'est-à-dire les suites d'erreurs. Alors quand on dit suite d'erreurs, c'est-à-dire l'erreur se suit, c'est-à-dire le premier bit est erroné, le deuxième, le troisième. Donc les bits ne sont pas éparpillés, ils se suivent. Donc les bits erronés se suivent dans la séquence. Donc il détecte toutes les suites d'erreurs de longueur inférieure ou égale à r, tel que r est le degré de g de x. Donc dans le cas donc il est de degré 3, donc il va détecter toutes les suites d'erreurs de longueur égale à r, c'est-à-dire égale à 3. Donc j'applique bêtement et méchamment ces propriétés
sans me poser des questions. Donc j'ai les propriétés, je vérifie est-ce que les conditions sont vérifiées, et ça me permet de détecter, j'allais dire, des propriétés générales. Est-ce que c'est bon pour cette partie? Oui, merci. Alors, dans le concret, ce n'est pas n'importe quel polynôme qu'on va utiliser. C'est-à-dire, quand vous voulez normaliser les choses, il faut bien choisir les polynômes. Donc, les polynômes qui sont utilisés dans le réseau, ce sont des polynômes qu'on a testés, qu'on a recherchés d'abord. Il fallait rechercher des polynômes particuliers qui avaient des propriétés pour pouvoir les utiliser. C'est quoi ces propriétés? C'est des propriétés de détection. C'est combien d'erreurs ils vont détecter. Est-ce que la puissance de chaque polynôme lui permet d'être utilisé dans un contexte particulier? C'est-à-dire en fonction de l'incidence d'erreur. Je vais utiliser un polynôme si avec le polynôme il est efficace dans le contexte d'un réseau particulier. Ok. Peut-être qu'il ne sera pas efficace dans un autre réseau, mais dans un réseau particulier, peut-être qu'il sera efficace. Donc on a des polynômes qui ont une efficacité moindre, c'est ceux par exemple qui ont un degré 8, parce que plus vous rajoutez le degré du polynôme, plus vous avez de la redondance. Maintenant, x8 plus 1, il va vous rajouter un reste sur un octet. x16 plus 1, il va rajouter un reste sur 2 octets. CRC12, il va vous rajouter un reste sur 12 bits. Il va vous rajouter, le CRC32, il va vous rajouter un reste sur 4 octets. Donc on avait vu là avec la distance de Hamming, plus vous avez des bits de redondance, plus vous faites que votre code va pouvoir détecter plus d'erreurs et pouvoir éventuellement corriger aussi plus d'erreurs. Ok. Donc dans les cas où l'erreur elle est rare, c'est-à-dire dans des réseaux qui marchent en fibre optique, je n'ai pas besoin de rajouter beaucoup de redondance. Peut-être je me suffirai de ce polynôme. Donc ce polynôme va me rajouter un octet, ça me suffit parce que l'incidence d'erreur elle est rare, elle est petite, c'est-à-dire on a affaire à des erreurs simples toutes les 1 million ou les 1 milliard de bits envoyés. Par contre, dans d'autres réseaux, peut-être je vais utiliser un polynôme un peu de degré plus important, donc il me permet de détecter un peu plus d'erreurs, éventuellement corriger si j'en ai besoin. Et si j'ai besoin, par exemple dans le Wi-Fi, je vais utiliser plutôt un polynôme de degré 32. Certes, il va me rajouter plus de redondance, mais j'ai besoin de ça, parce que j'ai une probabilité d'erreur qui est plus importante que dans les autres réseaux. Donc on a plusieurs polynômes qui sont définis dans le concret. Chaque réseau va implémenter un polynôme. Donc chaque carte réseau, par exemple les cartes réseau Wi-Fi, le polynôme تاعهم. C'est ce qui va être implémenté sous forme de circuit logique dans les cartes réseau. Donc tous les cartes réseau Wi-Fi vont implémenter la même approche, le même polynôme, etc. Vous allez dans d'autres réseaux, par exemple les réseaux Ethernet, peut-être qu'on verra par la suite. Donc ils vont utiliser une autre méthode, peut-être moins efficace, parce que l'incidence d'erreur est moins importante, etc. etc. Donc j'ai un polynôme par type de réseau. Ok, c'est clair. Donc ce n'est pas n'importe quel type de polynôme dans la réalité qui est utilisé. Ce sont des polynômes qui ont été normalisés. C'est-à-dire que j'ai étudié toutes les propriétés possibles de ces polynômes pour voir quelles sont leurs efficacités, quels sont leurs pouvoirs de détection, quels sont leurs pouvoirs de correction en fonction de mes besoins. C'est-à-dire avant de... j'ai fait des tests sur un réseau, je sais quelle est l'incidence d'erreur, ce que j'avais dit tout à l'heure. Je sais que dans un réseau, par exemple le réseau Wi-Fi, le maximum d'erreurs que je peux avoir, c'est une erreur par exemple sur 10 bits, sur une séquence de 1000 octets. Donc je vais trouver le polynôme qui me permet de détecter dans tous les cas une erreur de 10 bits sur une séquence de 1000 octets. Si j'ai ce polynôme, c'est bon. Je suis sûr que je vais détecter toutes les erreurs. Je n'aurai pas une erreur qui ne sera pas détectable. D'accord? Mais ce polynôme-là, si je vais l'utiliser ailleurs, peut-être qu'il sera moins efficace. Ou peut-être qu'il sera plus efficace que ce que j'ai besoin. Parce que je ne vais pas utiliser le polynôme tel le Wi-Fi dans un polynôme, par exemple, tel la fibre optique. Pourquoi? Parce que vous allez rajouter 4 octets. À chaque fois, vous allez ralentir. Vous allez rajouter de la redondance qui ne sert à rien. Alors que pour vous, l'erreur, elle est quasiment rare. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin. Vous aurez pu vous suffire d'un polynôme x8 plus 1 qui vous rajoute simplement un octet, au lieu de vous rajouter à chaque fois 4 octets. Parce que si à chaque fois vous rajoutez 4 octets, c'est du débit qui est perdu pour rien. Okay? Vous êtes en train de vous protéger contre un risque qui n'existe pas. C'est le cas de la fibre optique. La fibre optique, il y a rarement des erreurs. Donc pourquoi vous protéger plus qu'il en faut? Vous vous protégez par rapport au niveau du risque que vous avez, c'est-à-dire par rapport à l'incidence d'erreur que vous avez observée. Donc on n'utilise pas les mêmes méthodes qu'on va utiliser dans le Wi-Fi ou là dans notre réseau. Donc chaque réseau va implémenter par rapport au risque, par rapport
au risque de l'erreur qui pourrait survenir. C'est clair? Bon, là, c'est pas tous les polynômes, hein. Il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a énormément de réseaux qui ont été normalisés. Donc là, je vous ai donné d'autres polynômes. Alors, lorsque j'ai envie de corriger, on va utiliser des polynômes particuliers que je n'ai pas donné ici, que je ne vais pas les donner parce que ce n'est pas le but. Mais sachez qu'il y a des polynômes particuliers, notamment les codes cycliques, les codes BCH, les codes de Reed-Solomon. Ça, c'est des codes, des polynômes qui ont des propriétés très particulières, qui me permettent de localiser l'erreur. En plus de la détecter, elles me permettent de localiser. Donc, ceux-là, on va les utiliser éventuellement dans certains réseaux où j'ai besoin de corriger. Parce que les réseaux qui ont besoin de corriger sont des réseaux très rares, hein, ou même lorsqu'on parle d'application. C'est rare où j'ai besoin de corriger. Okay. En général, dans les réseaux, lorsque je transmets, je cherche à... s'il y a une erreur, je retransmets, je demande à retransmettre. C'est plus efficace que de corriger. Pourquoi? Parce que si vous cherchez à corriger, vous allez rajouter beaucoup de redondance. C'est-à-dire ça consomme énormément de bandes passantes. Et donc, comme l'erreur reste un événement assez rare, donc si vous rajoutez beaucoup de redondance pour un événement qui n'arrive pas souvent, vous perdez énormément. Vous êtes plus perdant que gagnant. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris cette idée. Allô? Ça ne vaut pas le coup. C'est-à-dire que tu n'appliques une méthode, c'est comme si tu voulais exterminer des mouches avec un canon. Tu pouvais l'écraser avec ta main, donc tu n'as pas besoin de... Donc, si vous voulez, c'est la même chose dans les réseaux. Donc, on devrait utiliser une méthode qui s'adapte par rapport au risque d'erreur. Même pour la correction. C'est-à-dire la correction, c'est-à-dire déjà, on corrige, déjà pour corriger, on le fait en l'autocorrection, c'est-à-dire sans retransmission. On le fait que dans certains cas très rares, notamment dans les liaisons satellitaires. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que les délais de retransmission sont assez grands. Mais il y a un coût, c'est-à-dire il faudrait que vous ayez une bande passante très large. Bon, ça tombe bien dans les satellites, la bande passante, le débit qui m'est offert, il est très large. Mais je ne peux pas l'utiliser dans notre contexte. Pourquoi? Parce que pour pouvoir corriger, tu dois rajouter peut-être autant de données de redondance que de données utiles. Et donc ça a un coût. Peut-être que l'erreur indique qu'elle arrive une fois sur les 1000 trames. Donc toi, tu vas rajouter de l'information de redondance pour rien. Pour pouvoir corriger. Et quand il y a une erreur, bon, tu vas corriger, mais avec quel prix? C'est-à-dire avec quel coût? C'est-à-dire que tu as encombré ton réseau avec de la redondance qui n'a pas servi sur les 99 trames lolaniennes, mais qui a servi simplement sur une trame. Alors que tu pouvais demander à retransmettre. Ça t'aurait coûté moins. C'est-à-dire que tu vas demander à retransmettre sur une trame, sur les 100 trames que tu as envoyées. Au lieu d'encombrer le réseau avec de la redondance qui n'a pas servi. Donc c'est ça l'idée qu'il faut retenir. C'est bon? Ok, donc on va passer aux exercices. Vous avez eu la série. La série, elle est en fin du chapitre PDF que vous avez reçu. Donc le premier exercice, donc on va revoir la méthode VRC-LRC, donc basée sur la parité. Donc on vous dit, supposez que vous avez cette séquence à envoyer. Cette séquence, en fin de compte, c'est une séquence de 5 caractères. On suppose que 5 caractères, il est encodé en BCD. Dans un BCD, c'est comme le code ASCII. Hein. Il permet de considérer 16 caractères. Donc, tel que chaque caractère est sur 4 bits. Donc, si vous avez 16 caractères, donc chaque caractère va considérer 4 bits. Donc, je vais prendre des blocs de 4 et je vais les protéger avec la parité. Donc, je vais diviser ma séquence en blocs de 4. Avec les blocs. Donc, chaque bloc, je lui calcule sa parité verticale. Donc, le premier bloc, ça va me donner un 0. Le deuxième bloc, c'est la somme. Hein, rappelons que c'est la somme des bits. Je vais obtenir un 1. Donc, ça, je vais obtenir un 0. Et ça, je vais obtenir un 1. Ah. Voilà. Après, j'envoie les blocs augmentés de leur parité. Donc, le message qui est envoyé, c'est pas ça. C'est celui-là. C'est-à-dire l'information utilitaire augmentée par l'information de redondance qui est sur un bit. C'est le bit de parité. Donc, c'est cette séquence qui va être reçue par le récepteur. Et bon, lui, il va refaire les calculs. Donc, il est censé trouver les mêmes parités. Sinon, il va dire qu'il y a une erreur détectable, encore une fois. Parce qu'on avait vu tout à l'heure que certaines erreurs, les erreurs doubles ne sont pas détectables en ce qui concerne la parité. Alors, question 2, on me dit de refaire le même principe, maintenant en combinant la parité verticale et la parité horizontale.
Bon, là, je l'ai écrit horizontalement, parce que normalement, l'approche m'exigerait que chaque bloc, je l'écris verticalement. Là, pour me simplifier la vie, je l'ai écrit horizontalement. Donc là, je suis en train de calculer la parité verticale, normalement. Donc là, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc ça, c'est le VRC que j'ai calculé. Le LRC, ça va, mais il y a un quatrième bloc, donc 0, 1, 0, 0, 1. Le LRC, donc, ça va être sur les mots, donc je vais obtenir 0, 1, 1, 0, 0. Ok, donc ce que je vais envoyer, c'est ce que j'ai envoyé tout à l'heure, augmenté du dernier bloc. Ça, c'est la parité LRC. Donc, il va travailler sur les 4 blocs. C'est la parité par bloc, 0, 1, ce qui est en marron. C'est la parité horizontale qui est calculée à partir de tous les blocs. C'est-à-dire, c'est la somme des premiers bits de chaque bloc, des deuxièmes bits de chaque bloc, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'obtiens ici. Alors, la question 3. Vérifier si les messages suivants reçus par un récepteur sont corrects ou non. Donc, supposons que le récepteur reçoit le message. Donc, lui, c'est des blocs de 5. Ce n'est pas des blocs de 4. C'est des blocs de 5. Pourquoi? Parce que 4 bits information utile plus le bit de parité. Donc, il prend les blocs de 5. Et il refait les calculs. Et il sait que le dernier bloc, c'est la parité horizontale. Donc, chacun, c'est un bloc à part. Et le dernier bloc, c'est la parité horizontale qu'il doit recalculer. Donc, en refaisant les calculs ici, donc un des 0, un des 1 ici, déjà là, il y a un problème. Voilà, donc j'ai 2 colonnes, j'ai 3 colonnes qui sont identifiées comme erronées, c'est-à-dire en refaisant les calculs, j'ai trouvé qu'il y a 3 colonnes qui ne correspondent pas à ce que j'ai reçu. Donc pour moi, il y a une erreur de transmission. Donc ici, je ne pourrais pas corriger parce que je ne peux pas localiser l'erreur. Donc je vais demander à retransmettre tout le bloc. OK. Dans le deuxième message, j'extrais les blocs avec la parité horizontale et je refais aussi les calculs. Donc là, 0, 1, troisième colonne 0, quatrième colonne 1, cinquième colonne 0. Alors les lignes, vous avez première ligne 1, deuxième ligne 0, troisième ligne 1, quatrième ligne 0. Donc, par rapport au calcul que j'ai fait, il n'y a pas d'erreur détectable. Donc pour moi, c'est correct. OK. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, encore une fois. Hein. Et il n'y a pas d'erreur détectable. C'est-à-dire par rapport à l'approche. Parce que l'approche, elle a un degré de détection et un degré de correction. Donc elle permet de détecter certaines erreurs, des erreurs simples, ça c'est clair, mais certaines erreurs doubles, pas toutes les erreurs doubles, mais elle ne permet de corriger que les erreurs simples. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Alors, peut-on faire la correction dans le cas d'une erreur simple? Oui. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire. Hein. Donc, peut-être ici sur cet exemple. Hein. On avait dit, si par exemple le 0 hadaya, il s'est transformé en 1. Donc, dans le cas d'une erreur simple. Donc, forcément, lorsque vous allez recalculer la parité, vous allez trouver que cette ligne pose problème et que cette colonne pose problème. Donc, si vous avez la ligne et la colonne, il suffit d'inverser le bit qui est au croisement de cette ligne et cette colonne, c'est-à-dire celui-là. Et donc, il suffit d'inverser sa valeur et donc vous revenez sur le 0. C'est comme ça qu'on corrige les erreurs simples. C'est clair par rapport à l'exercice 1? Oui, bien sûr. Alors, exercice 2. Donc, on vous dit soit un code polynomial avec comme polynôme générateur gx égale x plus 1. Donnez le circuit logique de division associé. Donc, la réponse est faite, hein, puisque vous voyez tous le circuit logique associé. Bon, g de x égale x plus 1, c'est-à-dire que le reste, il est forcément de degré 0. Donc, degré 0, maintenant, il y a un coefficient, c'est le coefficient de la constante. OK. Quand je divise par g de x, ce polynôme, j'ai un reste qui est forcément égal, en tout cas qui va me donner une constante, c'est-à-dire un polynôme de degré 0.
toute la question c'est de voir les coefficients de polynôme. Donc forcément le coefficient x, xr, il est là, il est représenté par cette branche là. Et le coefficient la constante, il est représenté ici. Donc les deux sont à 1. Donc j'ai la branche LD, j'ai la branche LD. Donc là j'ai le circuit qui est équivalent à mon polynôme. Maintenant le fonctionnement. Que fait ce code? Ou là, que fait ce circuit? Donc je vais essayer d'injecter de la valeur et voir qu'est-ce qu'il me calcule. Si j'envoie un 0, qu'est-ce que je vais obtenir ici? 0, initialement ici j'ai 0. Donc le premier bit c'est un 0, 0 plus 0, ça me calcule un 0. Si j'envoie un 0, donc le premier bit c'est un 1, 1 plus 0 ça va être 1. J'envoie un 0, 0 plus 1, ça va me donner 1. Si j'envoie un 0, 1, donc 1 plus 0, 1, on va 0, 0 plus 1, 1, on va 1 plus 1, ça va me donner 0. Alors si j'envoie 1, 1, 1, alors 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 0, 1 plus 0, ça me donne 1. Alors quelque part, je suis en train de sommer, si vous voyez bien, je suis en train de sommer les bits de l'information utile. Donc le circuit Hadaya, s'il est en train de sommer les bits de l'information utile, il permet de calculer quoi? C'est quoi la somme des bits d'information utile? Ça nous permet de calculer quoi? Parité, là, là. La parité, voilà. Donc, c'est un circuit polynomial qui simule la parité, qui simule le calcul du bit de parité. Ok. Donc, j'aurais pu implémenter la parité sous forme d'un code polynomial. Et donc, le code polynomial qui permet d'implémenter la parité, c'est gx égale x plus 1. Ok. Donc, si vous implémentez ce polynôme, donc il va vous calculer la parité d'un mot. Alors, exercice 3, soit un code polynomial C8,5, donc C8,5 c'est-à-dire K égale à 5, R, les bits de redondance, c'est 8 moins 5, donc c'est égal à 3. Donc pour chaque bloc de 5 bits, il rajoute 3 bits d'information de contrôle. Donc on me donne le polynôme générateur. Donc on me dit, forcément il est de degré 3. C'est-à-dire si vous avez trouvé g de x de degré 4, il y a un problème, parce que là, le degré du polynôme générateur, il est forcément égal à R, c'est-à-dire n moins k. Donc là, on me le donne, c'est x3 plus x au carré plus 1. Donner le circuit équivalent. Donc, je sais que forcément, a de x, il est de degré 2. Puisque a de x est de degré R moins 1. Donc, il aura comme coefficient A0, A1, A2 à calculer. Reste à déterminer l'existence des branches. Donc la constante, elle est toujours égale à 1. Donc on dit de la branche. Ici, est-ce qu'il y a le x? Non. Donc cette branche-là n'existe pas. X au carré, est-ce qu'il existe? Oui. Donc il y a cette branche. X3, le coefficient est toujours égal à 1. Donc, par définition. Donc la branche, elle existe toujours. Donc voici le circuit équivalent à ce polynôme. Donner le message transmis associé au message M. Alors, en utilisant un c'est-à-dire en utilisant le circuit, et non pas la division arithmétique. Alors, comme c'est un code 8,5, c'est-à-dire que je code par bloc de 5, faites attention. Car un code C8,5, maintenant je prends un bloc de 5 bits, je lui rajoute 3 bits de contrôle. Ok, donc je dois diviser le message TI en blocs de 5 et coder de manière différenciée. Donc, chaque bloc, wahdo. Donc je commence par le premier bloc. Le premier bloc c'est 1, 0, 1, 1, 1. Donc je vais prendre le tableau TI. Alors pour que vous puissiez suivre, retenez a priori à quoi ressemble votre registre, plutôt votre circuit. Donc là vous n'avez pas de branches. Vous avez des branches partout sauf avant A1. Ça, vous pourrez me comprendre lorsque je vais vous expliquer. Donc, initialement, les 3 registres sont à 0. Ok. Donc, le premier cycle d'horloge me permet d'envoyer
le 1, le bit de poids fort. Donc la valeur entrante, ça va être 1 plus ce qu'il y avait dans A2, d'après le circuit 1. Donc ça va être 1. 1, c'est la valeur entrante. C'est 0 plus la valeur qui a été injectée. Donc ce qui est dans le circuit, je reviens rapidement pour vous montrer. Donc là, s'il y avait un 0, là j'envoie un 1. Donc ce qui va rentrer ici, c'est 0 plus 1. Donc A0 va recevoir la valeur entrante, c'est un 1. A1, il n'y avait pas de branche, donc c'est l'ancienne valeur de A0, donc c'est un 0. A2, c'est l'ancienne valeur de A1 qui a été éjectée, plus la valeur entrante. Donc c'est 0 plus 1, ça me donne un 1. Alors, ce raisonnement-là que je suis en train de suivre, c'est par rapport au circuit. Hein. Chaque circuit va vous donner un raisonnement en dialogue, c'est-à-dire comment se font les calculs, en fonction des branches, de l'existence des branches ou non. Donc, deuxième cycle d'horloge, j'envoie un 0. Donc, je refais le même raisonnement. Donc, 0 plus 1, ça me donne 1. Donc, ça sera la valeur de A0. A1, c'est l'ancienne valeur de A0. Donc, c'est un 1. Et A2, ça va être l'ancienne valeur de A1 sommée avec la valeur entrante. Donc, 0 plus 1, ça me donne un 1. OK? Troisième cycle d'horloge, j'envoie un 1. Donc 1 plus 1, ça me donne 0. Ce sera la valeur de A0. A1, c'est l'ancienne valeur de A0. Et A2, c'est l'ancienne valeur de A1 sommée avec la valeur entrante. Donc 1 plus 0, ça va être un 1. Quatrième cycle d'horloge, c'est un 1. Donc 1 plus 1, ça me donne 0. 0. Ici, c'est l'ancienne valeur de A0. Ou ici, c'est l'ancienne valeur de A1 sommée avec la valeur dans le circuit. Donc 1 plus 0, ça me donne 1. Et enfin, dernier cycle d'horloge. Donc 1 plus 1, 0. Donc ça va être la valeur de A0. A1, c'est l'ancienne valeur de A0, c'est un 0. A10, c'est l'ancienne valeur de A1, 0, plus la valeur entrante, 0. Alors, ici, si je trouvais 3 0, c'est un pur hasard. Hein. C'est-à-dire que j'aurais pu trouver autre chose. Hein. Donc, ce n'est pas, je ne dois pas trouver forcément toujours une valeur qui était un reste qui est égal à 0. Je peux trouver n'importe quel reste lorsque je fais du codage. Par contre, quand je fais le décodage, il faudrait que je vérifie est-ce que le reste est égal à 0 pour dire s'il y a une erreur de transmission. Là, je ne suis pas au niveau de la réception, je suis au niveau du codage. Je suis en train de rajouter l'information de redondance. Donc, moi, à ce bloc-là, 1, 0, 1, 1, 1, je vais lui rajouter 0, 0, 0. D'accord? Donc, je vais envoyer l'information utile augmentée de la redondance que je viens de calculer, c'est-à-dire 0, 0, 0. C'est clair? Oui, monsieur. Ouais. Alors, je refais le même principe avec le deuxième bloc. Là, j'ai calculé la redondance pour le premier bloc. Donc, je refais le même, mais il faut que je réinitialise le circuit TRF. C'est-à-dire qu'il faut que je remette les registres à 0. Et là aussi, pour chaque cycle d'horloge, je calcule le contenu des 3 registres A0, A1, A2. Donc, il n'y a pas de changement. Là, j'aurai 1, 1. Donc, A0, c'est la valeur entrante. Ici, c'est l'ancienne valeur de A0, 0. Ça, c'est la somme A1 plus la valeur entrante. Donc, c'est un 1. 1 plus 0, 1, 1, 1, 0 plus 1, ça me donne 1. 1 plus 1, 0, 0, 1, 1 plus 0, ça me donne 1. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 plus 0, ça me donne 1. Donc le reste ici, ça va être 100. Il faut le lire à l'envers, hein, parce que A2, c'est le bit de poids fort. Donc je lis 1, 0, 0. Donc à ce bloc-là, je lui rajoute 1, 0, 0. Donc c'est ce qu'il faut envoyer. D'accord? Donc le message codé à l'envoi, à l'émission, ça va être le premier bloc augmenté de sa redondance, qui est 3, 0, et le deuxième bloc augmenté de sa redondance, que je viens de calculer, c'est 1, 0, 0. À l'arrivée, s'il n'y a pas d'erreur, pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, donc je vais faire passer tout ce mot par le circuit. Donc si le reste est égal à 0, il devrait être égal à 0. Hein. S'il n'y a pas d'erreur, il devrait être égal à 0. Je vais retrouver le reste est égal à 0. Et tout ce bloc aussi, je devrais aussi trouver égal à 0.
Sauf si j'injecte des erreurs. Donc si j'injecte des erreurs, je devais trouver des restes différents de 0. Justement, là on me demande de vérifier ce mot-là. Donc je vais passer par le circuit. Commençons par le bit de poids fort. Alors jusqu'à arriver au dernier bit constituant le mot. Et là je vais trouver que le reste est égal à 0. C'est en fin de compte le dernier mot. Hein. C'est Hada, celui que je viens de calculer. Voilà, c'est Hada que j'ai fait passer par le circuit. Donc normalement, c'est-à-dire d'après la propriété que j'ai donnée en cours, c'est que on doit trouver un reste qui est égal à 0. Et c'est confirmé ici. Et quand vous faites passer le mot que vous venez de calculer par le registre, vous allez trouver un reste qui est égal à 0. Bon, je ne vais pas détailler toutes les opérations, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous trouvez un reste qui est nul. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'erreur sur le mot. C'est un mot valide. Est-ce que c'est clair? Oui, Bon, monsieur. vous pouvez faire les opérations avec les polynômes, c'est-à-dire faire division polynôme. Vous allez trouver les mêmes valeurs. Hein. C'est-à-dire que ce soit pour tout à l'heure, lorsqu'on a fait le codage. Donc, vous pouvez prendre un d'ailleurs, vous le représentez sous forme de polynôme. Vous lui faites un décalage en multipliant par x au carré. Vous divisez par g de x qui est égal à ce qu'on avait donné tout à l'heure, g de x. Donc vous allez trouver que le reste est égal à x au carré. Si vous le faites avec une division polynomiale, vous trouvez que le reste est égal à x carré, ce qui correspond ici à 1, 0, 0. Et dans le premier cas, dans le premier bloc, vous allez trouver que le reste est égal à 0. C'est ce qu'on a rajouté ici. Vous pouvez le confirmer vous-même avec la division polynomiale. Bon, là, on nous a imposé, on nous a dit en utilisant 1, c'est-à-dire en utilisant le circuit. Mais on aurait pu, par exemple, pour répondre à cette question, si on ne nous avait pas imposé de méthode, on aurait pu utiliser la division polynomiale. Alors, étudier les propriétés de ce code. Donc tout à l'heure, j'avais émis des propriétés générales pour les polynômes générateurs. Donc il y avait 4 propriétés. Donc je vais les appliquer bêtement. Donc la première propriété, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que tout polynôme qui a plus d'un coefficient non nul, donc détecter les erreurs simples. Donc je vais regarder mon g de x. Donc le g de x terre, il est... J'ai oublié complètement à quoi... C'était quoi le g de x? Ce qu'il a été donné. Voilà, x3, x au carré, 1. Donc x3, x au carré, 1. Donc a plus d'un coefficient non nul. Il a 3 coefficients non nuls. Donc il va détecter toutes les erreurs simples. Ok, donc j'applique bêtement les propriétés sans me casser la tête. Est-ce que ce code détecte les erreurs doubles? Pour qu'il détecte les erreurs doubles, il ne faut pas qu'il divise. Alors, le code c'était C8.5, il me semble. Donc, il ne faut pas qu'il divise x7 plus 1. Il ne faut pas qu'il divise x6 plus 1. Il ne faut pas qu'il divise x5 plus 1. Il ne faut pas qu'il divise x4 plus 1. Et il ne faut pas qu'il divise x3 plus 1. Donc, je vais tester par rapport à ça. Je vais trouver, donc je vous évite ces calculs-là, je vais trouver que g de x divise x7 plus 1. Donc j'ai trouvé un polynôme qui est divisible de la forme xi plus 1 qui est divisible par g de x. Donc je vais conclure qu'il ne détecte pas toutes les erreurs doubles. Ok? Parce que j'ai trouvé un polynôme qui est x7 plus 1 parmi la liste des polynômes qui est divisible par g de x. Pour dire qu'il détecte toutes les erreurs doubles, il faudrait que g de x ne divise aucun de ces polynômes, c'est-à-dire x7 plus 1, x6 plus 1, x5 plus 1, x4 plus 1, x3 plus 1. Troisième propriété, ce code ne détecte pas toutes les erreurs triples car g de x n'est pas divisé par x plus 1. Vous voyez, parce qu'il ne s'annule pas pour la valeur 1. Pour qu'il divise x plus 1, il faudrait qu'il s'annule pour la valeur 1. On est en binaire, hein, donc, parce que s'il était divisé par x plus 1, donc il s'écrirait en facteur de x plus 1. Donc il devrait s'annuler pour la valeur 1. Donc là, le polynôme ternaire, c'est x3 plus x au carré plus 1. Donc si je remplace, alors est-ce qu'il s'annule pour la valeur 1? J'ai oublié le polynôme. J'ai oublié, c'est quoi le polynôme? Ah non, il s'annule pour la valeur 1. Il s'annule. Il s'annule pour la valeur 1. Ok.
Donc il s'annule pour la valeur 1. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors ce code détecte, non, détecte. Là, il y a une erreur. Donc il détecte. Donc ce code détecte. Non, mais je pense pas qu'il s'annule pour la valeur. Parce qu'il y a un plus 1 à la fin. Ah oui, Tony, vous avez raison. le Alors c'est moi qui... Effectivement, effectivement. Donc c'était x3 plus x au carré plus 1. Donc 1 plus 1 plus 1, effectivement. Donc ce code ne détecte pas. Heureusement que vous suivez. Effectivement. Donc il ne s'annule pas pour la valeur 1, donc il ne détecte pas les erreurs triples. La dernière propriété, elle est simple. C'est-à-dire j'ai dioxyde de degré 3. Donc il va détecter toutes les suites d'erreurs de longueur 3. C'est-à-dire de longueur 1, 2, 3. Donc on avait dit les salves d'erreurs. Ce sont les erreurs qui se suivent, c'est-à-dire qui viennent l'une après l'autre, qui ne sont pas éparpillées dans le bloc, qui sont collées. Donc ça, c'est, il peut détecter jusqu'à une longueur de salve qui est égale à R, c'est-à-dire dans notre cas, R égale à 3. Donc là, j'ai donné les propriétés de ce code. Ensuite, alors l'exercice 4, on va le faire aussi, on va commencer par le faire. Donc c'est toujours des codes polynomiaux. Donc on vous dit soit un code polynomial utilisant le circuit logique suivant. Donc là on me donne le circuit. Donc là je vois que d'après le circuit, j'ai deux registres. Donc A de x et de degré 1. Visuellement, regardons le circuit, parce qu'il y a deux coefficients. Le coefficient de la constante et le coefficient à x. Donc A de x, il est de degré 1. Alors forcément, donc 1 c'est égal à R-1. Donc g de x est de degré, c'est le nombre de registres. Donc g de x est de degré 2. 2. Donc il va s'écrire sous forme x au carré, g2 plus x, g1 plus g0. Voilà. Plus 1, oui, vous avez raison, puisque c'est toujours égal à 1. Alors, la taille du code. D'abord, on me demande la taille du code. C'est quoi la taille du code? C'est déterminer n et k. K, c'est le nombre de bits que j'injecte ici. Donc là, on me montre l'information utile, on me montre 3 bits. Donc K égale à 3. R, c'est le nombre de registres. Donc forcément, ici on a 2, R égale à 2. Donc 5. Donc 5, voilà. Donc c'est un code K égale à 3, N égale à K plus R, c'est-à-dire 5. Donc c'est un code C53. C'est-à-dire pour chaque bloc de 3 bits d'information utile, il rajoute 2 bits d'information de redondance. Donc ça me fait 5. Le polynôme générateur, il se déduit facilement parce que là, il faut regarder est-ce que les branches existent. Donc la branche à x carré, elle existe toujours. La branche à la constante, oui, elle existe aussi toujours, donc c'est un 1. Reste de voir est-ce que la branche à le x existe, oui, donc c'est le polynôme x carré plus x plus 1. Les trois branches existent, hein, donc les trois coefficients sont égaux à 1. Voilà, donc on va déterminer g de x, donc c'est x carré plus x plus 1. Bon, on va utiliser ce polynôme pour coder la séquence suivante. Donc le code, c'est un code C53, c'est ça. Donc C53, donc il va travailler sur des blocs de 3. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre un bloc de 3 bits et je vais lui rajouter sa redondance. Donc je vais prendre le premier bloc, 101. Donc j'utilise le circuit associé. Donc alors rappelons que le circuit a les 3 branches. Hein. Donc le premier bit que j'envoie, c'est un 1. Donc là, la valeur entrante, ce sera 1 plus 0, c'est 1. A0 va recevoir le 1. Et A1, ça va être la somme de A0 plus la valeur entrante. Donc 0 plus 1, c'est 1. Ensuite, deuxième cycle. 1 plus... alors, pourquoi il y a 0 ici? Pardon, voilà. Là, il y a un souci. Donc
1, 0, ça devrait me donner normalement un 1. XI1. C'est un 1 normalement, d'après le circuit. Il me semble que c'est un 1. Il y a un souci ici. Alors, 1 plus 0, c'est un 1. Et là, forcément, ici, vous allez avoir un 1. Et A1, ça sera l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante, c'est un 0. Ok. Ensuite, 0 plus 1, ça va me donner 1. Là, ça va me donner 1, c'est la valeur entrante. Je prends, et là, ça va être 1 plus 1, 0. Donc, le résultat, ça devrait être 0, 1. Plutôt 1, 0. Hein. Je lis à l'envers. Donc, c'est 1. Non, oui, c'est ça, 0, 1. 0, C'est bon, 1. de mon tableau. Oui, c'est bon. Donc, voilà le reste de la division. En tout cas, la redondance que je calcule en utilisant le circuit logique. Hein. Donc, revérifions que je ne me suis pas trompé. Donc, c'est bien 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, et ensuite 1 plus 1, 0, oui, 0 plus 1, 1, 1, et 1 plus 1, 0, oui, c'est ça. D'accord. Alors, pour le deuxième bloc, je refais la même histoire. Donc, c'est 0, 1, 0. Donc, 0, pas d'impact. 1, ça va être 1, 1, et 0 plus 1, c'est 1. Ensuite 0, ça va être 0, 1, 1, 1 et 1 plus 1, 0. Voilà, là c'est correct. Donc, c'est le deuxième bloc. Je calcule 0, 1. C'est le même reste que tout à l'heure. Hein. Donc, alors le message côté, ça va être... corrigez ta leader la deuxième fois. Voilà. C'est ça. Oui, voilà. Voilà, là c'est bon. Bon, c'est un hasard que je trouve le même reste. Hein. Ça ne veut pas dire que ça dépend de votre polynôme. Alors ça, on va le laisser pour la prochaine fois. Je vais vous demander de le faire vous-même. C'est-à-dire que de prendre chaque mot et de vérifier en utilisant le circuit, en utilisant la division polynomiale. Et de regarder, est-ce que dans les deux cas, lorsque par exemple le message est bon, est-ce que vous trouvez donc le reste est égal à 0 dans les deux cas, et si le message il est mal reçu, c'est-à-dire qu'il contient une erreur, est-ce que vous trouvez le même reste lorsqu'il est différent de 0? D'accord? Alors on va revenir rapidement 5 minutes sur le cours, donc ça je vous laisse, vous le faites pour la prochaine fois. Je reviens vers le cours, je termine la première partie. Vous avez envoyé les exercices à demain. Maintenant. Les exercices? Oui, vous les avez avec le PDF, à la fin du cours. Ah, d'accord. Non, regarde la première partie. Je l'ai battu la dernière fois, c'est la deuxième partie, mais la première partie, à la fin, il y a les exercices. Chapitre 3, le chapitre 2. Voilà, chapitre 2, partie 1, vers la fin. Regarde s'il n'y a pas les exercices. Normalement, il y a tous les exercices. Vous me confirmez, s'il vous plaît. Sinon, je vous les envoie. Oui, attendez. Bon, en attendant, on peut avancer. Donc, que vous voyez, est-ce que là, vous avez la liste des exercices. Donc, qui va réaliser cette opération de vérification et détection des erreurs? C'est le protocole de liaison. On a au niveau de la couche 2, dans le modèle OSI, on a un protocole, en tout cas, on a la couche liaison, qui est une procédure. Donc, c'est une procédure qui va utiliser un protocole de communication entre deux stations voisines. C'est-à-dire que le problème de vérification se fait entre deux équipements voisins. Donc à chaque fois que j'envoie une trame vers le voisin, il doit vérifier est-ce qu'elle ne contient pas d'erreur avant éventuellement de l'envoyer vers un autre voisin. Parce qu'il y a la destination enterrée
n'est pas forcément mon voisin direct. Je peux envoyer par exemple un paquet ou des données vers une machine lointaine et je dois transiter par différents voisins. Donc le chemin qui mène vers la destination, il est composé de plusieurs tronçons. Donc au niveau de chaque tronçon, donc il y a une machine qui envoie vers son voisin direct. Et donc sur cette liaison-là, ce qu'on appelle une liaison, je dois vérifier que la trame que je reçois, et le paquet qui est encapsulé dans la trame, ne contient pas d'erreur. Donc s'il contient d'erreur, je ne peux pas l'envoyer sur le deuxième tronçon. Il faut d'abord que je le reçoive sans erreur pour que je puisse l'envoyer sur le deuxième tronçon. C'est-à-dire si vous avez donc un chemin qui est constitué par exemple de deux tronçons, de A, on va de B, on va de C. Donc un A, je dois l'envoyer d'abord vers B, on va de B, l'envoie vers C. Bon, pour que B l'envoie vers C, il faudrait d'abord que B reçoive en tout cas le paquet qui est dans la trame sans erreur. Donc il faudrait que quand il détecte, s'il trouve qu'il y a une erreur, il doit d'abord demander à A de retransmettre pour qu'il puisse lui ensuite l'envoyer vers C, sur le deuxième tronçon. Donc tout dépend où est l'erreur. L'erreur peut se produire au niveau du premier tronçon comme elle peut se produire au niveau du deuxième tronçon. Donc la plupart des communications, donc lorsqu'on travaille par exemple en commutation, on verra les commutations dans le dernier chapitre, donc par exemple en commutation par paquet, donc le paquet il transite d'un nœud vers un nœud, c'est-à-dire au niveau de chaque nœud, donc je refais la vérification avant de pouvoir envoyer sur le deuxième tronçon et ainsi de suite. Donc le paquet va arriver à destination, c'est-à-dire à la terminale, la destination finale, que s'il est passé par tous les tronçons sans qu'il y ait d'erreur. En tout cas, s'il y a une erreur, je demande à ce que le dernier nœud qui m'a envoyé retransmette le paquet. Alors dans mon exemple que j'ai donné tout à l'heure, par exemple, l'erreur peut se produire entre B et C. Et dans ce cas-là, c'est B qui doit retransmettre. Ce n'est pas le A, le A khlas. Donc B, il a une copie qui est correcte. Donc c'est à lui de retransmettre sur le deuxième tronçon. Ok. Donc c'est chaque station, chaque nœud émetteur de chaque liaison, c'est à lui de retransmettre en cas d'erreur. Donc il faut un protocole de liaison. Alors ce protocole de liaison, il va gérer la liaison entre un équipement et son voisin direct sur un tronçon. Ok. Alors la structure qui va être échangée dans une liaison, c'est la trame. Donc la trame, elle permet d'encapsuler le paquet. Le paquet, c'est la structure qui vient du niveau supérieur. C'est le réseau, la couche réseau, c'est elle qui crée le paquet. Le paquet, il est envoyé vers la couche basse, qui est la couche 2, c'est la couche liaison. Et elle prend le paquet, elle le met dans une enveloppe. C'est comme si vous avez un message, vous le mettez dans une enveloppe. Qu'est-ce que vous rajoutez comme information? L'enveloppe, vous rajoutez les adresses physiques, c'est-à-dire l'identifiant, l'émetteur, la source et la destination, c'est-à-dire sur la liaison. Qui a envoyé? Quel est le nœud qui a envoyé? Quel est le nœud destinataire? Parce que sur une liaison, je peux avoir une liaison multipoint, c'est-à-dire sur un même câble, je peux avoir plusieurs machines qui sont raccordées. Je n'ai pas forcément une liaison point à point. Je peux avoir une liaison multipoint. C'est le cas l'air dans le Wi-Fi. Vous voulez envoyer vers votre voisin, mais sur la liaison radix, il y a plusieurs équipements qui sont connectés. Donc vous devez identifier la destination et vous devez vous identifier vous. Donc vous allez vous identifier en utilisant les adresses physiques. Ok. Donc on détaillera ça dans le dernier chapitre, l'histoire des adresses physiques et les adresses logiques. Donc quand vous allez mettre les adresses, donc lorsque vous allez mettre les adresses, donc vous allez les rajouter où? Vous allez les rajouter au niveau de l'entête, c'est-à-dire le paquet vous l'avez reçu, vous lui rajoutez un en-tête et vous rajoutez un en-queue. Donc l'entête va contenir les adresses physiques, va contenir éventuellement ce qu'on avait appelé le numéro de séquence. Chaque trame, elle est identifiée par un numéro, ce qui permet de l'identifier en cas d'erreur. On avait commencé par donner des exemples en cas où on a une duplication de trame, etc. Comment reconnaître que la trame a été dupliquée? C'est grâce à ce numéro de séquence. Donc on le rajoute dans l'entête. Et on calcule la redondance. Donc la redondance, c'est ce qui permet de protéger le contenu de la trame. Donc elle me permet de protéger le paquet et l'entête que je viens de rajouter. Donc la trame terre. Alors est-ce qu'il y a un schéma ici? Voilà. Donc la trame, c'est ça. C'est le paquet qui a été reçu de la couche réseau, plus l'entête que j'ai calculé qui va contenir les adresses, plus éventuellement d'autres informations de service qui m'a le numéro de séquence, et
l'enqueu qui va être la redondance, c'est-à-dire c'est le FCS. C'est ce que j'ai calculé en considérant toute cette partie-là divisée par un polynôme. Donc on a parlé tout à l'heure de polynôme, on a donné des exemples. Donc on va diviser tout ça par un polynôme, on trouve un reste, soit sur un octet, soit sur 2 octets, soit sur 4 octets, tout dépend du polynôme que vous avez utilisé, le degré du polynôme. Et donc vous allez compléter avec cette redondance. Donc à l'arrivée, quand au niveau de l'équipement voisin, c'est-à-dire le prochain, celui qui doit recevoir la trame, il fait quoi? Bon, il identifie les Huawei qui doit récupérer la trame à travers l'adresse physique qui est mentionnée ici. Il recalcule le FCS, ou là, il le fait passer par le circuit pour voir est-ce que le reste est égal à 0. Donc s'il trouve qu'il est égal à 0, c'est bon. Donc il n'a plus besoin de garder l'enqueu, il n'a plus besoin de garder l'entête. Donc il reprend le paquet, il l'envoie vers la couche réseau pour régler un autre problème. C'est le problème de routage, c'est-à-dire trouver quel est le prochain voisin vers lequel envoyer le paquet. Okay, parce que l'acheminement vers le paquet se fait saut par saut, c'est-à-dire chaque nœud intermédiaire doit trouver quel est le prochain voisin vers lequel il faut envoyer le paquet. Donc là, c'est une autre problématique, on verra dans le prochain chapitre, c'est la problématique du routage qui est réglée au niveau de la couche réseau. Si maintenant il y a une erreur, je ne peux pas l'envoyer vers la couche réseau, je dois demander à retransmettre. Si je ne peux pas corriger un erreur, je vais demander à ce que cette rame-là soit retransmise par l'émetteur de la liaison. Le dernier nœud qui m'a envoyé la trame. Ok. Maintenant, une fois qu'il aura un ACK négatif, il va renvoyer la trame. Et là, j'espère que la deuxième fois, il ne contiendra pas d'erreur. Donc, si je recalcule le FCS, je trouve qu'il est égal, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je peux envoyer le paquet terre qui est encapsulé vers la couche réseau pour qu'elle règle le problématique de réseau, de routage. Et une fois que j'ai trouvé vers quel voisin je dois router donc le paquet, je dois prendre le paquet, l'encapsuler dans une nouvelle trame en calculant un nouveau FCS et parce que j'aurai un nouveau en-tête. Voilà, je dois recalculer le FCS parce que ce n'est pas le même en-tête. L'en-tête que je vais rajouter ici sur le deuxième tronçon, il va contenir l'adresse physique de la machine et l'adresse physique le nœud vers lequel je vais envoyer, c'est-à-dire le prochain voisin. Donc c'est pour ça que je dois calculer une nouvelle fois le FCS. Donc j'aurai une nouvelle trame que je vais envoyer sur le deuxième tronçon qui va sur le prochain nœud. Et donc le prochain nœud va faire la même histoire, c'est-à-dire qu'il va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il remonte vers la couche réseau. Et donc pour trouver encore une fois quel est le prochain nœud vers lequel je dois envoyer la trame. Et ainsi de suite jusqu'à que ça arrive vers destination. Donc si ça arrive vers destination, bah, ça va pas s'arrêter là, ça va remonter jusqu'à la couche application. Maintenant là je suis arrivé à destination. Tant que je n'arrive pas à destination, ça remonte jusqu'à là, en bas ça redescend pour créer la trame et renvoyer vers les prochains nœuds. Une fois que j'ai identifié quels sont les prochains nœuds dans le chemin, donc je continue sur différentes liaisons jusqu'à aboutir vers la destination. Est-ce que c'est clair cette histoire? Bien qu'on y reviendra dans le dernier chapitre. Ok, mais sachez que l'histoire de vérification se fait sur chaque liaison, c'est-à-dire sur chaque tronçon regroupant deux équipements voisins. Ok, donc à chaque fois je recalcule en tête, je calcule le FCS, et à l'arrivée je vérifie. Bah, s'il faut encore acheminer la trame sur un deuxième tronçon, je recrée une nouvelle trame qui va encapsuler le paquet à acheminer. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions avant de vous libérer? Ok, donc ça c'était la fin. La semaine prochaine, je crois que vous allez terminer le présentiel. Donc on revient en cours à distance, c'est ça? Oui, normalement la semaine, on va les cours en ligne. Donc la semaine prochaine, ça sera comme avant. Donc on fera notre cours dimanche. Dimanche à 9h30. C'est ça? Le prochain cours, ça sera dimanche à 9h30, comme avant, c'est-à-dire comme on faisait à distance. Oui, normalement, on a notre deuxième. Ok, donc on se dira dimanche, Inch'Allah, à 9h30. Bon, je peux confirmer les partenaires de l'exercice. On fait des chapitres 3, cours 2. Voilà, et pour la partie 2 aussi, il y a une autre série. Hein. Donc la deuxième partie de HTLC, que je vous ai envoyé hier, il me semble, vous allez trouver une autre série d'exercices concernant la partie HTLC. Donc il y a deux séries d'exercices. Il y a la série d'exercices concernant les méthodes polynomiales, etc. Ou il y a la série d'exercices concernant le protocole HTLC.
Ok, donc vous avez les deux. Ok. Bah là, dimanche, Inch'Allah. Bon week-end. Allah, merci Au monsieur. revoir.